Bonjour, mon nom est Catherine Chagnon. Je suis conservatrice de recherche à la Galerie Léonard et Bina Hélène et je suis la commissaire d'une exposition qui s'appelle Exercice de lecture, dans laquelle nous avons présenté le projet #ReadTheTRC-Report. Donc aujourd'hui, nous allons contribuer au développement d'une version française de ce projet qui a été initié par Chelsea Vowell, en fait qui a été inspiré par un appel lancé par Chelsea Vowell en 2015 après la publication du résumé exécutif du rapport de la Commission de vérité et réconciliation du Canada. Et Chelsea Vowell a invité la communauté canadienne à lire le rapport, à lire ce rapport et à s'engager de façon conséquente vis-à-vis de ses conclusions. Suite à cet appel, Zoé Todd, Erika Violet-Lee et Joseph Murdoch-Flowers ont initié un projet de lecture vidéo invitant des individus de partout au Canada à se filmer lisant une section du sommaire et à mettre leurs vidéos en ligne sur YouTube. L'objectif était de donner vie à ce rapport pour éviter qu'il ne soit abandonné sur une tablette comme tant d'autres auparavant. Le projet #ReadTheTRC-Report a été complété dans sa version anglaise en septembre 2015. Afin d'étendre la portée de cette importante initiative, nous avons invité, dans le cadre de cette exposition, les communautés francophones à participer à la production d'une version française de ce projet. Alors, je commence la lecture de ce rapport par les premières pages de l'introduction. Pendant plus d'un siècle, les objectifs centraux de la politique indienne du Canada étaient les suivants. Éliminer les gouvernements autochtones, ignorer les droits des Autochtones, mettre fin aux traités conclus et, au moyen d'un processus d'assimilation, faire en sorte que les peuples autochtones cessent d'exister en tant qu'entité légale, sociale, culturelle, religieuse et raciale au Canada. L'établissement et le fonctionnement des pensionnats ont été un élément central de cette politique que l'on pourrait qualifier de génocide culturel. Un génocide physique est l'extermination massive des membres d'un groupe ciblé. Un génocide biologique est la destruction de la capacité de reproduction du groupe. Un génocide culturel est la destruction des structures et des pratiques qui permettent au groupe de continuer à vivre en tant que groupe. Les États qui s'engagent dans un génocide culturel visent à détruire les institutions politiques et sociales du groupe ciblé. Des terres sont expropriées et des populations sont transférées de force et leurs déplacements sont limités. Des langues sont interdites. Des chefs spirituels sont persécutés. Des pratiques spirituelles sont interdites et des objets ayant une valeur spirituelle sont confisqués et détruits. Et pour la question qui nous occupe, des familles à qui on a empêché de transmettre leurs valeurs culturelles et leur identité d'une génération à la suivante. Dans ses rapports avec les peuples autochtones, le Canada a fait tout cela. Le Canada a imposé son autorité sur les terres autochtones. À certains endroits, le Canada a négocié des traités avec les Premières Nations. Ailleurs, on a simplement saisi ou occupé ces terres. La négociation des traités, bien qu'en apparence honorable et légale, a souvent été caractérisée par la fraude et la coercition. Le Canada a toujours tardé, et tarde encore, à mettre en œuvre les dispositions et les objectifs de ces traités. À l'occasion, le Canada a forcé les Premières Nations à déménager de leurs réserves, situées sur des terres ayant un bon potentiel agricole ou riches en ressources naturelles, vers des réserves éloignées et marginales du point de vue économique. Sans aucune autorisation légale et sans aucun fondement juridique, le Canada a appliqué dans les années 1880 un système de permis qui visait à confiner les peuples des Premières Nations dans leurs réserves. Le Canada a remplacé les gouvernements autochtones par des conseils de bande sans réel pouvoir dont les décisions pouvaient être cassées et les dirigeants destitués. Ce faisant, il a privé de leur pouvoir les femmes autochtones qui exerçaient une influence notable dans de nombreuses Premières Nations, notamment les Mohawks, les Carriers et les Tlingit. Le Canada a privé du droit de participer pleinement à la vie politique, économique et sociale les peuples autochtones qui refusaient d'abandonner leur identité autochtone. Le Canada a déclaré illégales les pratiques spirituelles autochtones, a emprisonné les chefs spirituels autochtones et a confisqué des objets sacrés. Enfin, le Canada a séparé les enfants de leurs parents en les envoyant dans des pensionnats. Cela n'a pas été fait dans le but de leur offrir une éducation,
mais essentiellement pour briser le lien avec leur culture et leur identité. Pour justifier la politique des pensionnats du gouvernement, le premier ministre du Canada, Sir John A. Macdonald, déclarait à la Chambre des communes en 1883 « Lorsque l'école est sur la réserve, l'enfant vit avec ses parents, qui sont sauvages. Il est entouré de sauvages, et bien qu'il puisse apprendre à lire et à écrire, ses habitudes, son éducation domestique et ses façons de penser restent celles des sauvages. En un mot, c'est un sauvage capable de lire et d'écrire. » On a fortement insisté auprès de moi, comme chef du département de l'Intérieur, pour soustraire autant que possible les enfants sauvages à l'influence de leurs parents. Or, le seul moyen d'y réussir serait de placer ces enfants dans des écoles industrielles et centrales où ils adopteraient les habitudes et les façons de penser des Blancs. Fin de la citation. Ces mesures faisaient partie d'une politique cohérente visant à éliminer les peuples autochtones comme peuples distincts et à les assimiler contre leur gré à la société canadienne. Le sous-ministre des Affaires indiennes, Duncan Campbell Scott, expose les grandes lignes des objectifs de cette politique en 1920, alors qu'il déclare à un comité parlementaire que, je cite, « Notre objectif est de continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un seul Indien au Canada qui n'ait pas été intégré à la société. » Fin de citation. Ces objectifs ont été retirés en 1969 dans la politique indienne du gouvernement du Canada, plus souvent appelée le Livre blanc, qui voulait mettre fin au statut d'Indien et résilier les traités que le gouvernement fédéral avait négociés avec les Premières Nations. Le gouvernement canadien a poursuivi cette politique de génocide culturel parce qu'il souhaitait se départir des obligations légales et financières qui lui incombaient envers les peuples autochtones et reprendre le contrôle de leurs terres et de leurs ressources. Si chaque Autochtone avait été intégré à la société, il n'y aurait plus eu de réserve, plus de traités et plus de droits autochtones. Les pensionnats sont rapidement devenus un élément central de la politique indienne du gouvernement fédéral. Lorsque le Canada est devenu un pays en 1867, les Églises canadiennes étaient déjà prêtes à assurer le fonctionnement d'un petit nombre de pensionnats pour les Autochtones. Alors que la colonisation se déplaçait vers l'ouest dans les années 1870, les missionnaires catholiques et protestants établissaient des missions et des petits pensionnats dans les prairies, dans le nord et en Colombie-Britannique. La plupart de ces pensionnats recevaient de petites subventions par élève du gouvernement fédéral. En 1883, le gouvernement fédéral a établi 3 grands pensionnats pour les enfants des Premières Nations dans l'ouest du Canada. Au cours des années qui ont suivi, le système a connu une croissance considérable. Selon le rapport annuel du ministre des Affaires indiennes de 1930, il y avait 80 pensionnats en activité partout dans le pays. La Convention de règlement relative aux pensionnats indiens a versé une indemnisation aux élèves qui ont fréquenté les 139 pensionnats et résidences. Le gouvernement fédéral a estimé qu'au moins 150 000 élèves des Premières Nations, Métis et Inuits, sont passés dans le système. Les églises catholiques, anglicanes, unies, méthodistes et presbytériennes ont été les principaux groupes confessionnels ayant participé à l'administration du système des pensionnats. Le partenariat entre le gouvernement et les églises est demeuré en place jusqu'en 1969. Et bien que la plupart des écoles avaient fermé leurs portes dans les années 1980, les derniers pensionnats financés par le gouvernement fédéral sont demeurés en activité jusqu'à la fin des années 90. Pour les enfants, la vie dans ces écoles était solitaire et étrangère. Les bâtiments étaient mal situés, mal construits et mal entretenus. Les employés étaient peu nombreux, mal formés et mal encadrés. De nombreuses écoles étaient mal chauffées et mal aérées, et l'alimentation était maigre et de piètre qualité. La discipline était sévère et la vie quotidienne était extrêmement réglementée. Les langues et les cultures autochtones étaient dénigrées et réprimées. Les objectifs pédagogiques des écoles étaient limités et confus et reflétaient habituellement un manque de respect pour les capacités intellectuelles des peuples autochtones. Pour les élèves, l'éducation et la formation technique ont trop souvent laissé place aux corvées nécessaires à rendre les écoles autosuffisantes. La négligence à l'égard des enfants était institutionnalisée, et le manque de supervision a créé des situations où les élèves étaient en proie à des violences sexuelles et physiques.
En mettant sur pied le système des pensionnats, le gouvernement canadien a essentiellement déclaré que les Autochtones étaient des parents inaptes. Les parents autochtones avaient été qualifiés d'indifférents à l'égard de l'avenir de leurs enfants. Un jugement contredit par le fait que les parents empêchaient souvent leurs enfants de fréquenter ces écoles parce qu'ils les considéraient à juste titre comme étant des institutions dangereuses et sévères qui cherchaient à élever leurs enfants de façon différente des leurs. Une fois dans les pensionnats, les frères et sœurs étaient séparés et le gouvernement et les églises ont même imposé des mariages arrangés pour les élèves auprès de leur scolarité. Le système des pensionnats était fondé sur l'hypothèse voulant que la civilisation européenne et les religions chrétiennes étaient supérieures à celle de la culture autochtone, qui était considérée comme sauvage et brutale. Les représentants du gouvernement insistaient également pour que les enfants soient dissuadés et souvent empêchés de parler leur propre langue. Les missionnaires qui dirigeaient les écoles ont joué un rôle de premier plan dans les campagnes menées par les églises pour bannir les pratiques spirituelles autochtones comme le potlatch et la danse du soleil, appelée plus correctement danse de la soif, et mettre fin au mariage traditionnel autochtone. Bien que dans la plupart de leurs prises de positions officielles, les représentants du gouvernement et de l'Église considéraient que les peuples autochtones pouvaient être civilisés, il est clair que de nombreuses personnes croyaient que la culture autochtone était par nature inférieure. Cette hostilité envers les pratiques culturelles et spirituelles autochtones s'est poursuivie largement au 20e siècle. En 1940, John House, le directeur de l'école anglicane à Glenchen, en Alberta, a participé à la campagne visant à destituer 2 chefs pieds noirs, notamment en raison de leur soutien aux cérémonies traditionnelles de danse. En 1947, le représentant de l'Église catholique, G.O. Plourde, déclarait à un comité parlementaire que puisque le Canada était une nation chrétienne qui s'engage à ce que, je cite, « tous ses citoyens soient sous la bannière de l'une ou l'autre des églises chrétiennes », fin de citation, il ne voyait aucune raison pour laquelle les pensionnats devaient encourager ces croyances aborigènes. Le représentant de l'Église unie, George Doré, déclarait au même comité qu'il s'interrogeait sur le fait que les croyances religieuses indigènes puissent vraiment exister. Dans les années 1950 et 1960, la mission première des pensionnats était la transformation culturelle des enfants autochtones. En 1953, G.E. Andrews, le directeur de l'école presbytérienne de Kenora, en Ontario, écrivait, je cite, « que nous devons être réalistes et reconnaître le fait que le seul espoir pour les Indiens canadiens est une éventuelle assimilation à la race blanche. » En 1957, le directeur de l'école de la réserve Gordon, en Saskatchewan, Albert Southard, écrivait qu'il croyait que l'objectif des pensionnats était, je cite, « de changer la philosophie de l'enfant indien. » Autrement dit, puisqu'ils doivent travailler et vivre avec les Blancs, ils doivent donc commencer à penser comme des Blancs. Fin de citation. Southard affirmait que l'école de Gordon n'aurait jamais pu avoir un conseil étudiant, puisque dans la mesure où l'Indien comprend la politique du ministère, il est contre cette politique. Dans un article sur les pensionnats publié en 1958, André Renaud, un membre de la communauté des Oblats, pensait, tout comme John A. MacDonald, que lorsque les élèves des externats retournaient chez eux à la fin de la journée et pour le week-end, ils sont exposés de nouveau à leur culture autochtone, quoique diluée, culture à laquelle l'école tente de les éloigner. D'autre part, un pensionnat a la capacité, je cite, d'encadrer les élèves presque 24 heures sur 24 avec une culture canadienne non indienne, grâce à la radio, à la télévision, au système de diffusion publique, aux films, aux livres, aux journaux, aux activités de groupe, etc. Malgré les mesures coercitives adoptées par le gouvernement, celles-ci n'ont pas réussi à atteindre les objectifs de la politique. Même si les cultures des peuples autochtones ont subi de graves préjudices, elles continuent d'exister. Les Autochtones ont refusé de renoncer à leur identité. Ce sont les anciens élèves, les survivants de pensionnats du Canada, qui ont placé la question des pensionnats à l'ordre du jour. Leurs efforts ont mené à la négociation de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens, qui a rendu obligatoire la mise sur pied de la Commission de vérité et réconciliation du Canada. Les survivants ont agi avec courage et détermination. Nous ne saurions faire moins. Il est temps de s'engager envers un processus de réconciliation.
En établissant une relation nouvelle et respectueuse, nous rétablissons ce qui doit être rétabli, nous réparons ce qui doit être réparé et nous remettons ce qui doit être remis.